Bonsoir tout le monde. Je dois remercier George de m'avoir invité à venir vous parler ce soir. Il m'a dit à peu près une quinzaine de minutes. Je pense qu'il ne savait pas dans quoi il s'embarquait. Je demandais à un avocat de parler juste 15 minutes, c'est du sport. Et en plus de parler de changement dans le sens où est-ce que ça vous est présenté ce soir, c'est-à-dire la gestion du changement, je pense que la pire discipline pour parler de ça, c'est le droit. Le droit est lent à changer et le droit va toujours s'adapter aux situations et non l'inverse. Mais quand même, j'ai des choses pour vous ce soir. J'ai abordé le sujet de manière linéaire, pas de manière linéaire, mais je l'ai plus pris dans le temps. Je ne l'ai pas pris nécessairement de façon ponctuelle quand il y a des changements dans une entreprise en particulier. Ce que je veux que vous reteniez, c'est que ce dont je vais vous parler, ça va vous être utile quand même pour voir comment gérer le changement. Parce que le changement, souvent le droit n'est pas nécessairement à la première ligne quand il y a un changement dans une entreprise. Par contre, la réalité au fil des ans a changé. Et la réalité juridique au fil des ans a changé dans les entreprises. Et moi, ce dont je veux vous entretenir aujourd'hui, c'est quels sont ces changements-là aujourd'hui, comment le droit est présent dans vos vies aujourd'hui, quels sont les avantages de ce type de droit-là et quels sont les inconvénients. Et je pense qu'avec cette recette-là, normalement, vous devriez être en mesure, vous-même ou pour vos clients ou pour vos entreprises, de gérer le changement. Alors, voici. Je commencerai par demander, peut-être lever la main ceux qui ont déjà travaillé avec une machine à écrire et du papier carbone. C'est bien ce que je croyais, on n'est pas nombreux. Alors, pour ceux qui n'ont jamais vu ça, peut-être que dans les musées, là, vous allez en voir des machines à écrire, ça n'y a pas de problème, je suis sûre de ça. Mais moi, quand j'ai commencé à pratiquer, on venait tout juste de lâcher le papier carbone. On avait une Olivetti avec mémoire. Déjà, on pouvait écrire au moins une lettre sans être obligé de tout utiliser le papier carbone, puis on pouvait faire nos corrections avant d'imprimer sur l'orguette. Alors, c'est sûr que l'Internet et toutes les nouvelles technologies, moi, à mon sens à moi, c'est ça qui a apporté le plus de changements dans la réalité juridique des entreprises, dans la réalité juridique de tout le monde, dans la réalité de tout le monde, mais aujourd'hui, je vous parle des réalités juridiques. C'est sûr que c'est ça qui a été la révolution dans notre domaine, parce que le droit est lent à changer. Alors, je ne peux pas vous parler de changement dans l'entreprise sans vous parler des nouvelles technologies et comment est-ce que ça change votre réalité juridique. Alors, je vous propose ce soir d'aborder très brièvement 4 volets de cette réalité-là. Alors, je vais vous parler dans l'ensemble à quoi vous donnent accès les nouvelles technologies aujourd'hui par rapport à ce que c'était avant. Et ensuite, je vais enchaîner en vous parlant des solutions faites-le vous-même, do it yourself. Troisième point que je vais aborder avec vous autres, la mondialisation. C'est une réalité là, qui est vraiment présente aujourd'hui dans les entreprises. Puis bon. Et je vais terminer avec une nouvelle notion, nous, dans le domaine juridique, qui est la justice participative, parce que c'est des notions qui vont vous toucher de plus en plus. Alors, sans plus tarder, je vais aborder la question des nouvelles technologies. C'est certain, comme je vous dis, moi, à mes débuts, c'était des machines à écrire avec du papier carbone, puis à un moment donné, nous autres, on avait l'Olivetti qui s'imprimait, qu'on pouvait imprimer une lettre sur le rouleau de machine, mais on pouvait au moins tout l'écrire avant qu'elle s'imprime. Moi, j'ai connu d'avoir ensuite le fax. Le fax. C'était tellement génial. Tu sais, quand on voulait régler des procès, là, on n'avait plus besoin du messager. On envoyait ça par fax, puis c'était un autre rouleau. Là. Puis là, qu'après 2-3 ans, tu ne voyais plus rien sur le papier. Ça, c'était, en tout cas, au niveau juridique, c'était pas très bon pour garder les contrats. Ensuite, il y a eu évidemment la venue de l'Internet. Écoute, l'Internet, c'est vraiment le changement, encore plus que le fax. Ensuite, il y a eu les téléphones cellulaires. Encore que le premier téléphone cellulaire, je me rappelle, ça prenait quasiment un sac à dos pour transporter juste la batterie. Et évidemment, comme je vous dis aujourd'hui, les courriels et l'Internet. Okay? C'est tous les changements qu'on a aujourd'hui. Maintenant, ce à quoi nous donne accès l'Internet, c'est l'accès à l'information. Okay? De plus en plus, vous avez accès à de l'information. Alors, effectivement, quand vous vivez des changements, on va sur Internet, on va chercher de l'information. Moi, je suis là pour vous dire que c'est génial. Au niveau juridique, ça peut être génial. Il y a aussi beaucoup d'informations juridiques sur Internet de toute façon tout à fait gratuite. Maintenant, le danger,
c'est que l'information que vous trouvez sur Internet ne vient pas avec des conseils juridiques. Ce ne sont pas des opinions juridiques, ce n'est que de l'information. Alors, le danger, c'est que, bon, c'est pas parce que je lis quelque chose sur Internet que ça veut dire que ça fait de moi quelqu'un qui est capable de l'appliquer. Je vais vous donner un exemple. Moi, je peux bien lire une page web qui me dit comment extraire une dent. Ça ne veut pas dire que je deviens dentiste le lendemain. Je ne vais pas à vous arracher des dents, n'est-ce pas? Alors, le danger, c'est ça aussi au niveau juridique. Alors, cette nouvelle technologie-là vous permet d'aller chercher de l'information, vous permet d'être plus informé quand vous consultez, mais il faut être vigilant. La vigilance, elle est aussi, je vous dirais que des petits trucs là, à regarder quand vous faites vos recherches juridiques, quand vous avez besoin d'informations, c'est de faire attention aux pages que vous regardez. Si on est ici au Québec, à l'intérieur du Canada, alors il faut vous assurer que vous êtes soit sur des pages canadiennes ou même des pages québécoises. Parce qu'il y a des choses qui s'appliquent, il y a des sujets qui vont s'appliquer ici au Québec, il y en a qui vont s'appliquer. Il y a des lois fédérales qui vont s'appliquer aussi au Québec, mais c'est sûr que si vous lisez une page qui a été publiée en France, il ne faut pas regarder ça parce que ce n'est pas le même droit qui s'applique. Okay? Ça, c'est une première mise en garde que je vous fais. Aussi, quand vous regardez ces informations-là, assurez-vous toujours de bien comprendre, de vous assurer que c'est adapté à votre situation, ce que vous lisez. Je vais vous donner un exemple de ça. Vous voulez votre entreprise ou vous voulez partir un nouveau produit, vous voulez vous associer avec un de vos amis, mais vous ne voulez pas que votre ami parte avec votre idée après un an, quand le projet va être levé et que ça va bien aller. Okay? Parce qu'évidemment, c'est votre ami qui peut faire ça, mais vous autres ici, là, vous autres, ça vous fait pas ça, c'est sûr. Alors là, vous allez sur Internet, vous voyez une page qui parle de convention d'actionnaire, qui parle de clause de non-concurrence ou d'engagement de non-concurrence. Et là, on vous dit que l'engagement de non-concurrence doit être raisonnable quant au territoire que vous voulez protéger, quant à la durée de l'obligation de non-concurrence et quant à la pénalité si jamais il y en a une. Maintenant, je vous poserai comme question, c'est quoi un territoire raisonnable? C'est quoi? C'est quoi une durée d'obligation raisonnable? C'est ça. Dans le fond, on ne peut pas avoir une réponse pour tout ça. Alors, il faut être vigilant de vous assurer, je vous dirais, je sais, là, je presse pour ma paroisse, je vais vous le dire tout de suite, parce que moi, je travaille en prévention. Moi, je vois des clients, des fois, qui arrivent chez nous, qui ont pris plein d'informations, puis là, ils ont essayé de faire des choses par eux autres, puis des fois, ils ont fait commettre certaines erreurs, puis ils viennent me voir. Alors, la prévention a toujours meilleur goût et coûte toujours moins cher. Mais je ne peux pas vous dire de ne pas utiliser ça. Moi, je suis contente qu'il y ait des clients qui vont lire sur Internet, ils vont chercher de l'information. Quand ils arrivent dans mon bureau, ils sont beaucoup plus informés, ils sont beaucoup mieux en mesure de prendre des décisions éclairées, et ça travaille beaucoup mieux, même pour nous autres. Alors ça, c'est les deux aspects que je voulais soulever avec vous concernant l'information qui est disponible sur Internet. Ensuite, le commerce électronique. Évidemment, maintenant, là, c'est le commerce. Auparavant, quand on voulait faire un contrat, on avait des papiers, on signait, ou on avait une facture, là, on avait un magasin, on avait une facture, ça faisait comme notre contrat. Aujourd'hui, les transactions, vous faites des transactions au guichet automatique, vous faites des transactions avec les cartes débit, cartes de crédit et sur Internet. Alors, de quelle manière vous manifestez votre consentement à être engagé dans le contrat? Vous faites un achat sur Internet, de quelle manière vous manifestez votre consentement à faire ce contrat-là d'achat? Paiement. Le paiement. Le paiement. Quand je m'engage, quand j'accepte les conditions. Accepter les conditions. C'est ça. Maintenant, comparativement à avant, puis ça peut amener certains dangers dont je ne peux pas vous parler aujourd'hui. La plupart du temps, ça fonctionne très bien, ces solutions-là, mais ça peut amener certains dangers. Mais le consentement, vous le donnez quand vous entrez votre NIP au guichet automatique ou quand vous utilisez votre carte débit que vous entrez votre NIP, c'est un consentement. Quand vous passez la carte et que c'est le Wave, que vous n'avez même pas besoin de pitonner, bien là, c'est dans le contrat que vous avez signé au début, peut-être que quand vous êtes allé à votre banque et que vous avez signé comme quoi vous acceptez toutes les conditions que vous n'avez pas lues, ça c'est votre consentement. Et quand vous arrivez sur Internet puis vous cliquez, j'ai lu toutes les conditions et j'accepte. J'aimerais ça, là, juste pour le fun, lever la main tous ceux qui lisent toutes les conditions avant de cliquer.
C'est ça. Ça, c'est la nouvelle réalité juridique. Puis là, nous autres, on est très, en général, les juristes, on est très résistants au changement, mais là, on est dedans. Et c'est les nouvelles réalités. Ce sont des... je vais revenir avec la notion du changement peut-être plus ponctuel dans vos entreprises, mais je veux juste vous... C'est juste pour dire aussi que auparavant, quand on signait, en principe, on n'avait pas besoin nécessairement de cacher le document de notre signature. Ça pouvait toujours arriver que quelqu'un essaye de limiter notre signature, mais ça pouvait toujours, avec des experts, on pouvait toujours arriver à établir qu'une signature avait été imitée. Mais aujourd'hui, vos numéros d'identification personnelle, vos mots de passe, il faut que vous vous assuriez de garder la confidentialité de tout ça, parce que sinon, ça peut devenir facile d'aller usurper votre identité et d'aller faire des transactions à votre place. Puis maintenant, la réalité, c'est que moi, là, j'en reviens pas tous les mots de passe que j'ai. Je suis obligée d'avoir une page secrète avec 2-3 mots de passe pour la cacher, que des fois, je m'en souviens même pas du mot de passe, parce qu'ils n'ont pas les mêmes règles d'écriture. C'est ça, la réalité juridique aujourd'hui. C'est comme ça qu'on donne nos consentements. On a des mots de passe, on a des NIP. OK? Alors, il faut protéger cette information-là. Dernière chose dont je veux vous parler au sujet de l'Internet, c'est les courriels. Les courriels, c'est sûr, c'est génial, c'est devenu un moyen de communication, un moyen de correspondance, c'est instantané. Moi, j'ai déjà fait un contrat, j'ai déjà, c'est-à-dire discuté et convenu de modification à un contrat avec une avocate qui était au Costa Rica. On se parlait au téléphone, puis avec les courriels, on se transmettait ça. Dans l'espace d'une demi-heure, tout était réglé. Quelque chose qui aurait pris 2 semaines auparavant. OK? Mais d'un autre côté, quand vous recevez un courriel de quelqu'un qui vous n'est pas content, qu'est-ce que vous faites? Là, on écrit tout de suite. On a tendance à écrire tout de suite. Et là, moi, quand je faisais du litige, là, mon Dieu, que j'aimais donc ça quand les clients m'apportaient des courriels qu'ils avaient reçus. Une petite mine d'or d'éléments et de faits et une mine d'or d'éléments à utiliser comme faute partie. Prudence, les courriels, c'est pas nécessaire de répondre tout de suite. C'est même mieux, très souvent, quand vous pouvez même répondre dans un courriel séparé et faire référence à un autre courriel, décanter. C'est extrêmement rare que c'est urgent au point de répondre tout de suite. Parce que vous pouvez, quand vous répondez trop rapidement, non seulement donner des munitions à l'autre partie, mais vous pouvez prendre des engagements que vous auriez peut-être pas pensé. Je vais vous donner un exemple, peut-être un peu farfelu comme ça. Vous avez une compagnie, vous étiez ouvert une compagnie il y a 1 an, ça ne va pas très bien, vous la fermez. Là, mais vous aviez fait des frais, entre autres, vous aviez consulté un comptable, puis vous avez fait un peu de travail, donc vous n'étiez pas très satisfait. Puis vous avez oublié de le payer. Votre compagnie est fermée, votre comptable vous envoie un courriel à votre adresse personnelle et non pas à l'adresse de votre compagnie. Et vous, comme vous n'êtes pas content, vous allez répondre, ben là, si tu penses que je vais te payer avec l'ouvrage que tu as fait, tu vas aller où tu veux. Alors moi, si je vous dis que si vous répondez ça, comme ça, sur votre adresse personnelle, peut-être que vous venez de vous engager à payer personnellement une dette qui était une dette de votre compagnie. C'est mieux d'y réfléchir avant, parce que là, si vous laissez décanter les émotions, peut-être que vous allez vous dire, moi, je vais plutôt lui répondre, regarde, adresse-toi à ma compagnie, c'est pour moi qui te dois l'argent. Alors ça, c'est le courriel, j'espère que je ne suis pas trop en dehors de mon temps. Je veux tout de suite aller aux solutions faites-le vous-même. OK, l'Internet foisonne de modèles de contrats, de modèles de documents. Et on peut maintenant aller s'incorporer en ligne, créer sa propre compagnie en ligne sur le site du REQ ou de Stratégis au fédéral. C'est extrêmement facile. Je suis encore ici pour vous mettre un petit bémol, parce que moi, j'en vois souvent des gens qui se sont incorporés seuls au REQ, et quand ils arrivent devant moi, d'abord, ils sont illégaux, parce qu'ils n'ont pas mis les clauses qu'il fallait, et ils sont illégaux en rapport avec la loi sur les valeurs mobilières. Okay? Il y a des choses à mettre dans les documents pour se conformer à la loi sur les valeurs mobilières et au règlement de dispense. Aussi, l'utilisation de modèles, c'est à faire attention. On en utilise, nous aussi, des modèles. Mais un modèle, ça n'est pas un conseil juridique. Ça n'est pas, ça ne vous donne pas l'information qui vient autour pour pouvoir mettre les bonnes choses. Je vais vous donner un exemple. J'ai quelqu'un qui m'a téléphoné un jour. Un mois auparavant, son patron avait signé un contrat de distribution avec une entreprise et dans le contrat, il avait pris un modèle qu'ils avaient déjà, un ancien modèle qu'ils avaient. C'était écrit que le distributeur aurait droit à la commission sur tous les clients
clients sur son territoire, y compris les clients qui avaient déjà été développés, qui existaient déjà. Or, un mois après, un gros client de ce territoire-là fait une grosse commande, un camion complet de marchandises. On parlait d'une commission dans les 6 chiffres. C'est sûr, on m'appelle, ça ne tentait pas de payer la commission. OK. J'aurais aimé ça que ces gens-là viennent me voir avant. J'aurais dit, t'es sûr là, que tu veux ça? C'est ça qui est écrit là. C'est ce genre de choses-là. Mais par ailleurs, comme je vous dis, moi, ce que je trouve génial que les gens aient accès à ça, c'est que j'ai des clients plus informés. Et ça, c'est agréable pour travailler. Bon, mondialisation. On ne peut pas ne pas parler de mondialisation aujourd'hui. Les PME, même les plus petites PME peuvent faire affaire avec l'extérieur, soit en importation, exportation, ou soit même aller s'établir à l'étranger. Les choses à faire attention. J'ai un client dernièrement qui m'a consulté, qui a commandé des objets d'un fournisseur aux États-Unis. Les objets proviennent de la Chine. Le gouvernement fédéral a trouvé que la Chine ne respectait pas le gap au niveau de l'anti-dumping, au niveau du dumping. Et pendant que la marchandise part du fournisseur aux États-Unis, qui est sur le camion qui s'en vient vers Montréal, mon client reçoit par courriel un avis du gouvernement fédéral disant que ce type d'objet-là faisait l'objet de mesures anti-dumping et que quand il arriverait à la douane, il y aurait une surtaxe de 200% du prix d'achat. Oui. Alors, faites attention, faites affaire avec les bonnes personnes, vérifiez. Quand vous faites affaire avec l'international, c'est sûr, les traités principaux qui peuvent s'appliquer à vos relations, on parle de 4, le General Agreement on Trade, Tariffs and Trade. C'est ça. Ensuite, évidemment, ici en Amérique du Nord, on a l'ALENA, l'accord de libre-échange accord de libre-échange nord-américain entre le Canada, les États-Unis et le Mexique. Il y a de nombreux traités bilatéraux relatifs aux investissements. Ça, c'était l'objet de ma maîtrise, d'ailleurs. Et il y a de plus en plus, la tendance est qu'il y a beaucoup de traités bilatéraux, d'accords bilatéraux de libre-échange qui gouvernent aussi les investissements. Et vous me dites, ouais, mais moi, je ne fais pas vraiment d'importation. C'est-à-dire que moi, je ne vais pas vraiment m'établir à l'étranger. Faites attention. Si vous avez une entreprise qui va installer une machine aux États-Unis et que vous avez vos propres employés qui vont passer 2 mois là-bas pour installer la machine, vous êtes considéré comme faisant affaire aux États-Unis et vous êtes soumis aux taxes là-bas, aux impôts. Et vous allez devoir probablement faire certains enregistrements. Alors, il faut vérifier ça. Vous partez une nouvelle entreprise, vous voulez un nom, vous voulez être mondial, vous voulez faire affaire à l'étranger, faites attention, ça va faire agrandir l'étendue de votre recherche. Vous ne voulez pas arriver dans l'autre pays et vous rendre compte que vous avez un nom que vous utilisez qui est déjà utilisé dans ce pays-là. Puis Dieu sait que si c'est aux États-Unis, la facture peut être salée. Vous pouvez recevoir une mise en demeure de cesser d'utiliser le nom. OK? Ça, c'est les choses à surveiller pour l'international. Moi, j'ai eu un client aussi, à un moment donné, qui a embauché un employé pour travailler pour son entreprise, pour faire de la vente aux États-Unis. Donc, cet employé-là était américain, travaillait à partir des États-Unis, à partir de chez elle, et il a fallu enregistrer la compagnie aux États-Unis comme si elle faisait affaire aux États-Unis. Alors, c'est des choses à surveiller, ce genre de truc-là. Donc, à vous informer. OK, dernière chose dont je veux vous parler, je vous ai dit le 4e point, la justice participative. De plus en plus, qu'est-ce que ça veut dire? Est-ce qu'il y en a qui ont une idée de qu'est-ce que c'est la justice participative? Et si je vous parle des modes alternatifs de règlement des différends, est-ce que ça vous dit quelque chose? Médiation. Médiation, négociation, arbitrage et toutes sortes de méthodes comme ça. C'est tellement tendance, c'est sûr, c'est en raison des coûts élevés de la justice, on ne se le cachera pas. Et c'est très tendance, tellement tendance que le Code de procédure civile ici au Québec, il y a un nouveau code qui va entrer en vigueur bientôt. Je pense que c'est en janvier 2016. Et il y a tout un chapitre sur la médiation. Ça ne rend pas la médiation obligatoire, mais il va y avoir un délai à respecter avant de pouvoir soumettre un litige devant les tribunaux et devoir démontrer qu'on a au moins tenté de faire de la médiation pour essayer d'écouter les débats et de faire en sorte que la justice, que les gens règlent leur litige toujours de même. Au niveau international, ça existe déjà. Dans tous les traités, avant de pouvoir soumettre un différend à l'arbitrage, il doit y avoir une période de négociation.
sérieuse et honnête de la part des États ou des personnes, de la part des gens qui ont différents. Alors, en gros, c'est ce que je voulais vous parler. Moi, mon objectif là-dedans, c'est sûr, c'est très, très, très sommaire. C'est sûr que ce n'est pas ponctuel pour un changement en entreprise, mais vous aurez compris que quand vous avez un changement ponctuel en entreprise, ce dont je viens vous parler, ça s'applique toujours. Si vous avez un changement dans l'entreprise qui dit vous allez acheter une machine, bien, vous allez lire le contrat ou vous allez vous renseigner, puis ça va être certain que le contrat va contenir des conditions qui vous conviennent. Mais moi, l'objectif que je recherchais, c'était de vous faire allumer des lumières, d'avoir des... Tu sais, de pouvoir, quand vous faites vos recherches ou quand vous réfléchissez à tout ça, d'avoir... de savoir, il y a du droit dans tout, mais d'au moins d'avoir une lumière qui s'allume, de dire « Ah, ça peut-être que je devrais faire attention à ça. » Ah, ça, je devrais aller voir plus loin. C'est ça, j'espère que je n'aurai pas de petites lumières vertes, les jaunes et rouges, là, mais je suis dans le monde, là. Merci beaucoup. Merci.